Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu, il y a pas de jingle dans le coup tordu. Je le dis pour les nouveaux auditeurs du podcast. Le coup tordu, on y va direct. On parle vélo, on parle cyclisme. Le podcast des passionnés pour les passionnés. 344e épisode du coup tordu. On se retrouve pour la preview de la 3e étape du Tour de Pologne 2025. On va parler du Tour de Burgos et on parlera également du Tour de l'Ain qui débute ce mercredi 6 août 2025. On va débriefer la journée. Alors je vous retrouve en solo pour cet épisode. Un big up à Thibaut, à Enzo également. Vous les retrouverez bientôt dans le coup tordu. On vous prépare une grosse Vuelta. Bien évidemment, le coup tordu, le podcast qui ne lâche jamais l'affaire. D'ailleurs, au passage, je suis extrêmement surpris et agréablement surpris puisqu'on est remonté. On a encore fait un pic à la 32 ou 33e place des podcasts de sport les plus écoutés en France. Alors habituellement, c'est des pics qu'on a pendant le Tour de France. Mais là, le Tour de France est terminé. On est en plein Tour de Pologne et le podcast continue de fonctionner. Donc voilà, je voulais vous remercier pour votre fidélité et souhaiter la bienvenue également à tous les nouveaux auditeurs du coup tordu. Donc juste avant de parler de la 3e étape du Tour de Pologne, on va vraiment fixer sur cette 3e étape du Tour de Pologne. Je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce mardi, notamment les 2 pronos que je vous avais donnés, 2 pronos qui sont partis en vrille, on va dire. Déjà, je rappelle que jouer avec excès comporte des risques. Faites du management bankroll, jouez pour vous amuser. Alors déjà pour essayer de gagner, mais voilà, ne vous mettez pas en danger, ne vous mettez pas à poil, ça sert absolument à rien. Jouez des petites portions de votre bankroll, allez-y de la manière la plus ludique possible, à la fois ludique et à la fois sérieux. Ayez une analyse, ayez le bon jugement, essayez de l'avoir et ensuite vraiment ne jouez pas votre vie, ne jouez pas votre maison. Au mieux, ça vous fera un petit complément de salaire dans le meilleur des cas, mais on ne change pas sa vie bien évidemment avec les paris sportifs et je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Donc le Tour de Pologne, on était parti sur la victoire de Mathieu Brynan, alors qu'il a littéralement explosé. Du coup, j'étais content de pas avoir couvert en top 3, c'est ce que je vous avais dit. Soit il est dans le final et il gagne, soit il n'y est pas et finit en TP 000e. Bon, c'est la 2e version qui s'est produite. Bon, apparemment, j'étais pas le seul à y croire. La Visma y croyait aussi. Ils ont roulé toute la journée, donc je pense qu'ils pensaient que c'était jouable. Bon, malheureusement, ça ne l'était pas. Quand les UAE ont mis un coup de vis dans le dernier talus, Mathieu Brynan a lâché. Il était très très mal placé. Il s'est retrouvé isolé aussi à la fin de la course. Bon, est-ce que ça aurait changé grand chose avec 1 ou 2 équipiers en plus vu le gap qui lui manquait sur cette étape? Je ne pense pas. En revanche, là où on avait bon, il n'y avait pas de bête là-dessus, mais là on avait bon, c'est la fameuse attaque à contre-temps de Jan Christen. Et ça, je pense que ça va commencer à devenir un running gag. Thibaut, vous l'avez expliqué sur son compte Thibaut Chambre, l'attaque du poulet sans tête, c'est-à-dire qu'il avait les jambes. Alors pour gagner, je sais pas, parce que Paul Lapera, putain, il était chaud Polo. Paul Lapera qui gagne avec 3 vélos d'avance, donc victoire française sur cette 2e étape du Tour de Pologne. Mais encore une fois, Jan Christen a littéralement attaqué à contre-temps. Du coup, il a amené Finn Fisher Black avec lui qui s'est aussi tapé la tête. Enfin bref, du Jan Christen, mais je pense que lui, on n'a pas fini d'en parler. Et il a les jambes. Maintenant, si tactiquement, il réussit à mettre le cerveau qui va avec la force qu'il a dans les jambes, ça va devenir un véritable tueur. Pour l'instant, on n'en est pas là. Du côté du Tour de Burgos, alors je m'attendais quand même un petit peu plus de baston, un petit peu plus de bordure. Maintenant, dans le final, on va dire qu'on était à peu près bien jusqu'à 300-400 mètres de la ligne. Pour ceux qui n'ont pas vu la course, d'ailleurs, je suis hyper deg et j'étais persuadé que la course allait être diffusée en France. Il y a un nouvel auditeur du coup tordu qui est venu me voir en privé ce matin sur les réseaux. Il me dit je me suis abonné à Eurosport, ils diffusent pas Burgos, est-ce que tu sais où est diffusée la course? Puis moi, le mec hyper confiant, bah ouais mec, c'est diffusé sur la chaîne L'Équipe. Moi, j'imaginais pas que cette course qui est traditionnellement diffusée en France tous les ans ne puisse pas être diffusée cette année. Alors maintenant, je vais surtout pas jeter la pierre aux copains d'Eurosport quand on voit le programme de course qu'ils nous proposent tout au long de l'année. Bon, voilà, ils ont le droit d'en louper une, c'est pas très très grave. On va quand même sur des manches des courses espagnoles, enfin ils sont là dès le mois de janvier. Bon, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, la chaîne L'Équipe, là je trouve qu'il y avait quand même une belle occasion de faire quelque chose. Alors je sais pas, il y a peut-être un tournoi de pétanque à organiser, peut-être que Patrick chassait au camping. En tout cas, la chaîne L'Équipe avait strictement autre chose à foutre aujourd'hui. Donc on revient sur ce Tour de Burgos. Alors honnêtement, Isaac Del Toro était ultra méga bien placé avec Giulio Ciccone. Ça, je pense que
ça se serait joué entre les deux, sauf que vous avez vu, dans le dernier virage, les deux se sont foutus par terre. Bon, voilà, victoire de Roger Adria, qui est un nom que je vous avais sorti hier. Encore une fois, j'avais pas d'indice sur la forme de Roger Adria, mais c'est vrai que souvent sur le Tour de Burgos, notamment quand il était à la Cairn Pharma, c'est souvent un tour sur lequel on le voit plutôt en forme. En tout cas, voilà, bravo à tous ceux qui avaient Roger Adria, et Roger Adria fait partie des coureurs présents sur Side Limit, vu qu'il était à la Cairn Pharma il y a 2 ans. Donc voilà, ça fait le bonheur de pas mal de managers de Side Limit. Moi, je n'ai plus de Roger Adria dans ma galerie. J'avais une carte rose à une époque que j'avais revendue 50 balles. En tout cas, voilà, bravo à Roger Adria et tous ceux qui l'avaient pris sur cette première étape du Tour de Burgos. On va revenir également sur l'actualité du jour. Grosse actualité grosse actualité secrète polichinelle, parce que tout le monde était quand même au courant depuis quasiment un mois et demi. On voit tous les sites, les journaux, tout le monde s'excite. Remco à la Bora. Oui, on était quand même au courant depuis un petit moment. Il y a absolument aucune surprise sur l'arrivée de Remco Evenepoel à la Bora. Alors moi, voilà, je m'étais déjà un petit peu exprimé. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et ce que je trouve bien dans ce transfert et ce qui m'intéresse dans ce transfert. C'est encore une fois Patxi Vila qui s'occupe de la direction sportive de la Bora. Alors à chaque fois quand on change d'environnement, vous à l'écoute du podcast Le Coup Tordu, si à un moment donné vous changez un travail pour un autre, vous allez sortir de votre zone de confort, ça va vous permettre de vous remettre en question, d'avancer peut-être sur certains points faibles, avoir un autre management ou manager des personnes d'autre manière. Je sais pas quel est votre poste ni ce que vous faites dans la vie, mais bref, sortir de sa zone de confort, c'est toujours quelque chose de bien qui fait avancer. Et je pense que Remco a 25 ans, après un échec sur le Tour de France, apparemment il avait une côte cassée quand même, mais je pense que Remco avait besoin de donner un nouvel élan à sa carrière, de prendre un petit chèque aussi au passage, mais voilà, il est professionnel, on va pas lui en vouloir. 24 ans, je l'ai un petit peu vieilli, notre ami Remco Evenepoel, mais voilà, je pense qu'il avait besoin de donner un nouvel élan à sa carrière dans une structure. Alors la Soudal est une structure qui est tout à fait performante, qui est pour moi aussi performante que la Bora. Maintenant, du côté de la Bora, il y a un garçon qui m'intéresse, il s'appelle Patxi Vila, donc le directeur de la performance. Et je vous parle souvent de ce monsieur parce que pour moi, c'est un des meilleurs DS, un des meilleurs managers qui puissent exister sur la place du vélo. Patxi Vila, dans les années 2010, c'était l'entraîneur de Peter Sagan, mais c'était l'entraîneur du grand Peter Sagan, c'est-à-dire les 3 titres de champion du monde, les 7 maillots verts sur le Tour de France, c'est Patxi Vila. Et Patxi Vila, il a cette particularité d'entraîner les coureurs sur leurs points faibles. Au départ, Sagan, c'est un sprinter. C'est un sprinter qui passe plutôt bien les bosses, mais c'est un sprinter. À un moment donné, il en a fait un puncher, un presque puncher. Et quand Peter Sagan n'a plus été sous la direction sportive de Patxi Vila, Peter Sagan est revenu sur sa qualité naturelle de base, à savoir les sprints plats, et on a vu, c'est à partir de ce moment-là où sa carrière a commencé à partir quelque peu en vrille. Donc après avoir entraîné Peter Sagan, Patxi Vila a dirigé la Movistar, et on a vu que des coureurs comme Mas, comme Soler ont fait d'énormes progrès en contre-la-montre, parce que Mas et Soler, le contre-la-montre, c'était pas leur truc. Il les a travaillés sur leurs points faibles. Son truc, c'est de travailler les points faibles des coureurs. Là, aujourd'hui, il est également en charge. Il travaille avec Giulio Pellizzari. On voit que Giulio Pellizzari, ses points faibles à la Bardiani, c'était à la fois les descentes et à la fois le contre-la-montre. Il nous a sorti sur le Giro un contre-la-montre ultra méga propre, et il a fait aussi des progrès, d'énormes progrès en descente. Donc, si on transpose à Remco Evenepoel, et si, encore une fois, Patxi Vila a son mot à dire, et je pense que oui, parce qu'il a un poste important dans la direction, sur l'orientation de la carrière de Remco. Remco, le chrono, je pense qu'il n'a pas besoin beaucoup de travailler le chrono. On sait que sur les ascensions de 10 minutes, type Liège-Bastogne-Liège ou la Classica San-Sébastien, c'est quelque chose qui lui correspond parfaitement. Maintenant, on voit que Remco, là où ça pêche, c'est en montagne, et c'est en très très haute montagne. Donc je pense qu'il va axer véritablement le travail là-dessus. C'est quelqu'un qui sait faire, qu'à cette culture. Alors maintenant, est-ce que je vois pour autant Remco devenir un concurrent de Tadej Pogačar dès 2026 ? Si Tadej reste sur ce niveau de performance, et même en l'associant avec Florian Lipovic, honnêtement, j'y crois pas trop. Et peut-être même que Remco, ils vont refaire le calendrier, peut-être même que Remco sera amené à aller sur des grands tours où ne sera pas Tadej Pogačar.
On peut le voir peut-être l'an prochain, peut-être sur le Giro, si Tadej ne fait pas le Giro. En tout cas, moi, ça serait plutôt l'option que je prendrais. Remco a déjà gagné un grand tour, une Vuelta. Faut peut-être qu'il aille chercher un deuxième grand tour, un Giro par exemple, ou une autre Vuelta, pour ensuite pouvoir peut-être espérer à un moment donné gagner un Tour de France si on a un trou dans la raquette au niveau de Tadej Pogačar. On enchaîne avec cette troisième étape du Tour de Pologne. On va attaquer avec ça. Alors au moment où j'enregistre le podcast, j'ai déjà les cotations sur le Bookref. Tout n'est pas encore sorti en France, mais le temps que je monte l'épisode et qu'il soit balancé sur les plateformes de podcast et sur le YouTube du Coup Tordu, je pense que vous aurez quand même des petites choses à croquer. Alors pour le parcours de cette troisième étape du Tour de Pologne, on a un véritable Liège-Bastogne-Liège, petit Liège-Bastogne-Liège. Faut se rendre compte qu'on a un parcours de 160 km et quasiment 3500 mètres de dénivelé. Ça ne fait que monter et descendre tout au long de la journée. Donc c'est très très compliqué à contrôler pour un peloton. Donc c'est pour ça que je n'exclus pas de voir l'échappée matinale l'emporter. Ça reste pour moi une véritable possibilité. Parce que je vois des coureurs, par exemple, alors j'ai pas réussi à avoir toutes les infos au niveau des chutes, mais par exemple un mec comme Max Poole qui est arrivé sur ce Tour de Pologne soi-disant en forme et là pour jouer un classement général, parce qu'en plus on sait que la DSM, la Picnic pour être précis, joue les points et joue le maintien en World Tour. D'ailleurs ils ont fait un bon Tour de France, notamment grâce à Oscar Onley. Max Poole était là pour jouer le classement général. Alors est-ce qu'il est tombé ou pas, mais en tout cas il peut avoir un petit bond de sortie vu qu'il a pris un petit tir. Un mec comme Florian Stork par exemple de la Tudor, c'est aussi un mec qui peut, alors il est très très loin au classement général, mais c'est aussi un mec qui peut totalement être, alors attendez, je vous dis une connerie, non, Stork il est pas sur le pourquoi j'ai vu Stork moi, pourtant je ne fume pas, mais non il y a pas de Stork dans l'histoire. Donc, j'avais dû regarder l'année dernière, je me dis merde, Stork il est loin au classement. Non, Stork est pas sur ce Tour de Pologne. Donc voilà, donc je vous ai cité un exemple, mais il y a qu'autres mecs comme ça qui sont plutôt pas mauvais et qui sont un petit peu loin au classement général et qui peuvent avoir un bond de sortie. Maintenant, je vois quand même plusieurs équipes qui vont chercher à contrôler, notamment du côté de la Décathlon. On va chercher à contrôler pour le maillot jaune de Paul Lapera qui peut aussi être très très performant sur ce type de parcours. C'est un mec qu'on a déjà vu faire par exemple une très très bonne Amstel Gold Race. Il avait fini 5e en 2024. Bon, sur le parcours que vous allez avoir ce mercredi, on n'est pas aux antipodes de l'Amstel. Bien évidemment, c'est beaucoup plus court, mais on voit que Paul Lapera, il n'y a pas de sujet là-dessus, il est en forme et je pense qu'il va jouer un classement général jusqu'à la fin de ce Tour de Pologne. Les UAE, évidemment, ils vont vouloir aussi mettre le pied sur le ballon, ça c'est une évidence. Et puis la Lidl Trek pour Matthias Vacek. On va aussi, bien sûr, tenter de jouer quelque chose, même si, de mon point de vue, et puis les Red Bull Bora aussi, on a du Maxime Van Gils, on a du Finn Fisher Black, Dan Felipe Martinez, loin au classement général. Est-ce que il tenterait pas aussi l'échappée matinale? Dan Felipe Martinez, il est totalement imprévisible, c'est un peu un Lenny Martinez. Donc on se retrouve quand même avec pas mal d'équipes pour contrôler. Maintenant, c'est aussi difficilement contrôlable. Donc je n'exclus pas une victoire de l'échappée matinale, même si bien évidemment ce n'est pas le scénario que je vais privilégier pour cette troisième étape du Tour de Pologne. Pour moi, il y a un nom qui ressort de manière très claire, et d'ailleurs je vais le prendre en PLT déjà au classement général, avec 0,1% de bankroll, c'est Brandon McNulty, parce qu'on a vu que sur les placements, notamment sur la première étape, on a vu que c'était lui le coureur protégé pour le classement général. Les books mettent plutôt Jan Christen comme favori. Moi je pense que McNulty est la carte privilégiée du côté des UAE. Sur la suite du parcours, sur l'étape de jeudi on sera sur du sprint, sur l'étape de vendredi c'est quelque chose qui est plutôt taillé pour lui, et voilà, sur l'étape du Bokiwina Resort, étape traditionnelle qu'on a sur le Tour de Pologne, je vois pas non plus qu'est-ce qui pourrait le mettre en difficulté. On est sur une étape de puncher, il devrait pas prendre un gros tir, et surtout derrière on a un contre-la-montre sur la dernière étape, et Brandon McNulty en contre-la-montre, pour moi c'est quasiment le niveau de Jevine. C'est un mec des plus sous-cotés du peloton en contre-la-montre. C'est quelqu'un qui est parfaitement capable d'aller chercher des top 10 sur des championnats du monde. Donc pour moi, grosse
gros avantage Brandon McNulty sur le contre-la-montre. Donc il y a des petits indices qui me laissent penser qu'il est en forme et que c'est la carte privilégiée des UAE. Donc si c'est la carte privilégiée, c'est que eux ils ont les indices sur le fait qu'il est en forme. Et donc pour moi cette troisième étape, elle est totalement taillée pour lui, totalement taillée pour ses qualités. Au niveau du boucref, on a une victoire à 10. Écoutez, il y aura un petit 0,05% de bankroll sur la victoire de Brandon McNulty. Je rajouterai également un petit 0,15 sur le top 3. Alors je pense qu'on aura du top 3 aux alentours de 3. Voilà, j'ai pas encore les top 3, mais il y aura un top 3 sur Brandon McNulty. Je vous ai pas parlé de la météo. La météo, ça sera assez insignifiant. Il y aura un petit vent de face dans le final, mais ça sera pas très gênant pour les coureurs. Et puis même parfois, quand un coureur s'échappe, on va dire, parce qu'on a une dernière ascension qui est située à peu près à 15 bandes de l'arrivée, après c'est du plat. Si un coureur réussit à s'échapper dans cette ascension qui est très punchy et très raide, si on a un petit groupe derrière de 5, 6, 7 coureurs, on sait comment ça se passe. Celui qui a pris un petit coup d'avance a toujours l'avantage, vu que les autres vont pas vouloir se sacrifier pour perdre à la fin. À chaque fois, voilà, dans ces groupes-là, c'est un petit peu essayer d'en faire le moins que celui qui en fait le moins, et ça bénéficie à l'homme qui est devant. Sauf si bien évidemment une équipe se retrouve avec plusieurs équipiers, mais c'est quelque chose qu'on voit quand même assez rarement dans ce genre de configuration. Donc victoire et top 3 de Brandon McNulty, donc réparti sur 0,20% de bankroll, plus sa victoire au classement général, victoire à 6, 0,1% de bankroll sur Brandon McNulty. Alors il y a un petit match-up également qui me faisait de l'œil, mais je vais pas y aller parce que la Lidl Trek, à mon avis, joue clairement la carte Matthias Vacek et pour être sacrifié pour Matthias Vacek, et je m'en suis voulu de pas avoir pris le pic sur l'étape d'aujourd'hui. Diego Ulissi, voilà, s'est cassé la gueule sur l'étape, c'est un peu passé un petit peu inaperçu. Il avait mis une story d'ailleurs sur ses réseaux sociaux hier, je l'avais vu après le podcast. Alors j'avais dit que j'irais plus sur les match-up parce que je suis sur une série de 17 match-up perdants à la suite. Je suis vraiment perdant sur les match-up. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il est proposé contre notre ami Andrea Baggioli. Andrea Baggioli à 2,25, Diego Ulissi à 1,57. Alors le problème, c'est que si Baggioli est véritablement sacrifié pour Matthias Vacek, bon, moi je pense que les deux devraient avoir leur carte à mon avis du côté des Lidl Trek, mais si on lui dit gros tu te sacrifies, Diego Ulissi, mais je pense qu'on n'aura pas du Diego Ulissi sur l'étape qu'on a vu ce mardi. En principe, un bon Diego Ulissi, c'est top 6 minimum. Bon, aujourd'hui, il finit, je crois, 22e ou un truc comme ça. Donc, il est voilà, et on sait qu'une chute, c'est 48 heures après, souvent, que ça se passe mal. Mais malgré tout, le match-up me paraît quand même un petit peu gamble. Donc voilà, je toucherai pas, mais voilà, j'ai quand même failli y aller. On va passer sur le Tour de Burgos. Alors, on est sur un sprint au niveau du Tour de Burgos. J'ouvre les cotations, je vous le dis tout de suite, je vais rien prendre. Je vais plutôt vous donner un avis. Il y a un garçon, alors j'en sais, qui est là, Juan Sebastian Molano, on a Matteo Moschetti également, d'ailleurs la Q36.5 qui arrive avec un bon train. Après c'est Matteo Malucelli et ensuite Luc Lamperti. Et puis après on n'a pas véritablement de GOAT du sprint. Brut Senga de la Kern Pharma, ça peut être sympathique. Moi j'aime bien Matteo Malucelli, mais là c'est plus le cœur qui parle que, on va dire, le pronostic en lui-même, même si on sait que du côté des Astana on vient aussi pour marquer des points UCI, même si d'ailleurs dans le prochain épisode on parlera de la situation précise de la Cofidis au niveau comptable. Vous allez voir que c'est quand même extrêmement chaud, et pas que pour le maintien en World Tour. Donc Matteo Malucelli qui est coté à 6, voilà, moi j'aime bien ce profil de coureur, ces mecs un peu trentenaires. Rappelez-vous, l'année dernière on n'arrêtait pas de vous parler de lui avec Enzo. Il s'est retrouvé dans une équipe japonaise, très bonne équipe d'ailleurs au demeurant, qui récupère beaucoup de coureurs italiens qui se retrouvent un petit peu sur le bas côté, qui sont un petit peu on va dire qui sortent un peu des radars des équipes traditionnelles italiennes. Bon, faut dire qu'il y a plus d'équipe World Tour italienne, donc je pense aussi que c'est quelque chose qui est compliqué pour pas mal de coureurs italiens. Donc voilà, moi j'aime bien Malucelli. Si j'avais une fantaisie à jouer, voilà, je mettrais Matteo Malucelli dans ma fantaisie. Maintenant, encore une fois, un petit peu compliqué de savoir comment ça va se comporter au niveau des trains. Juan Sebastian Molano qui est favori à 3,25. Attention, les UAE arrivent pas non plus avec une équipe démentielle, il y a une belle équipe, mais c'est pas non plus les Avengers sur ce Tour de Burgos. Donc voilà, ça sera un prono, ça sera pas un pari. C'est Matteo Malucelli. Et enfin je vais terminer avec le Tour de l'Ain. Alors là c'est un PLT. Alors l'ANJ a ouvert
énormément de nouvelles épreuves en France. Le Tour de l'Ain n'en fait pas partie. Donc voilà, ça sera un bet qui s'adressera aux francophones de l'étranger. Je vais partir sur un PLT pour le classement général. Au niveau du GC, donc on a 3 étapes de montagne quasiment sur le Tour de l'Ain. Kanouk Brooks qui est favori pour le classement général. Alors Kan quand même qui revient d'une opération, qui a eu d'énormes problèmes de santé. Honnêtement, je souhaiterais qu'il gagne parce que c'est un garçon qui est vraiment, c'est vraiment un garçon. Ah non, ça c'est sur l'étape de demain, ça c'est pas le classement général. Le classement, classement général, Kanouk Brooks qui fait partie des favoris. Donc Kan, bon moi 3,25 j'y crois, mais alors j'y crois pas. Je le souhaiterais, mais j'ai du mal à y croire. D'ailleurs, je suis en train de regarder le field. 1,25 pour Kan qui gagne pas le Tour de l'Ain. Bon, il faudrait quand même envoyer une grosse praline pour que ça rentre, donc je vais pas le faire. On a du Tulette, du Calderman, bon pourquoi pas, Nicolas Prudhomme, Gaudu, bah pareil, où en est-il? Difficile de le savoir. Moi je vais partir sur la victoire de Jordan Jegat au classement général. Jordan, on l'avait eu, rappelez-vous l'année dernière dans le podcast épisode 225 du coup tordu. Jordan qui a fait un énorme Tour de France, il finit 10e au classement général. Il nous l'avait dit, il surcompense très très bien après les grands tours, il s'était senti très très bien après son Tour de France. Donc le Tour de France est terminé depuis une dizaine de jours, et surtout Jordan il avait un objectif précis quand on l'avait eu dans le podcast. C'était pas de terminer 10e du Tour de France ou d'être le 2e ou 3e super combatif ou de faire le Tour de France qui nous a fait. Son objectif numéro 1 c'était de gagner. Il voulait vraiment, et il veut vraiment en 2025 lever les bras, gagner une course. Alors ça sera peut-être pas forcément sur une étape, mais moi je pense qu'à la régularité véritablement il peut aller nous chercher le classement général. On a 3 étapes de montagne, c'est aussi quelqu'un qui a une bonne petite pointe de vitesse, mine de rien. Alors on sait qu'au Jordan Jegat à la base c'est plutôt un puncher, il travaillait plutôt les efforts de 20 minutes jusqu'à l'année dernière. Il a aussi travaillé la haute montagne depuis cette année, donc c'est pour ça qu'on le voit performant sur de très très hautes ascensions. Donc moi je pense que sur la compensation du Tour de France, il peut complètement battre Oxto Brooks, Tulette, Calderman, Nicolas Prudhomme, Gaudu et Nordhagen qui sont cotés devant lui par le Boukref. Donc voilà, victoire de Jordan Jegat. J'ai chopé une cote à 7,57, mais je pense que vous pouvez trouver mieux amis francophones de l'étranger. Et de mon côté, ça sera 0,07% de bankroll. Je vous redonne les pics du jour. Tour de l'Ain, classement général, victoire de Jordan Jegat, la cote à 7,57, 0,07% de bankroll. Tour de Pologne, victoire de Brandon McNulty, PLT, classement général, la cote à 6,01% de bankroll. La victoire de Brandon McNulty sur la 3e étape, la cote à 10, 0,05% de bankroll. Donc c'est que 5 euros sur une bankroll à 10 000 euros, plus un top 3 qu'on couvrira. J'ai pas encore les cotes des top 3, mais sur le top 3, ça sera du 0,15% de bankroll. Je vous rappelle que vous retrouvez Thibaut, alias Latib, sur son compte Twitter Thibaut Chambre, Enzo, analyste Phoenix, sur son compte X, son compte Twitter et son site bien évidemment The Big Gear, et puis le coup tordu. On est sur TikTok, le TikTok qui éclate, qui explose. Instagram également, on a pris 200 abonnés en 48 heures sur Instagram. Vous êtes plus de 770 sur Instagram, vous êtes pas loin de 700 également sur la chaîne YouTube du coup tordu, 3000 sur Facebook, 3000 sur X, sur Twitter. Donc le coup tordu, voilà, c'est une belle histoire qu'on vit tous ensemble et qui va continuer. On se retrouvera probablement demain pour l'analyse de la 4e étape du Tour de Pologne et la 3e étape du Tour de Burgos. Ciao les amis.